Bonjour à tous, merci d'être là en physique et en virtuel pour ce VMUG, en espérant vous voir tous avec nous au prochain. On va faire un petit tour d'horizon aujourd'hui et on va essayer de rentrer un petit peu dans, je dirais malheureusement, ce qui est assez présent dans l'actualité aujourd'hui, qui sont vraiment ces attaques ransomware et comment faire pour s'en protéger et ce que ça peut avoir comme rapport avec VMware, parce qu'on est quand même au VMUG. Et on va essayer de rentrer un petit peu là-dedans et de voir ce que la sauvegarde peut apporter, va être le vrai différenciateur derrière. Et malheureusement, c'est assez présent dans l'actualité. C'est quelque chose qui a énormément cru au final pendant la période du Covid, avec je dirais, le travail à distance, etc. Il y a eu une augmentation phénoménale du nombre d'attaques, mais aussi un changement au final dans ce que les gens ont fini par faire, les hackers ont fini par faire. Et on a eu des impacts qui sont assez dramatiques, comme Coop en Suède, qui a complètement fermé ses magasins dans l'impossibilité au final d'encaisser les clients. Donc il y a un vrai problème au niveau financier, hein, c'est le premier impact. Il y a aussi un vrai impact au niveau de l'image de marque, et c'est quelque chose qui inquiète de plus en plus de monde. Et comme le dit le DSI d'une société qu'on ne citera pas, le vrai problème, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, mais les gros murs ne sont pas forcément les plus efficaces, quel que soit le nombre de couches que l'on mette de protection. Et il faut les mettre, hein, loin de nous l'idée de dire l'inverse. Mais malheureusement, ils arrivent toujours à trouver un moyen. Et c'est vraiment là où on a cette espèce d'évolution au final, où on a pendant des années essayé de protéger ces données à travers la sauvegarde, mais on se rend compte que ce n'est pas forcément la panacée, parce que les ransomware vont arriver à rentrer. On a énormément d'exemples où on a des ransomware. On en a eu un il n'y a pas très très longtemps avec l'exemple de Manutan, un client français, où malheureusement les ransomware ou le ransomware a fini par réussir à rentrer. Ils sont restés, les pirates, environ 3 mois dans l'IT du client, et ils ont malheureusement réussi à aller compromettre, à aller chiffrer le backup. Et là, problématique. Heureusement, le client avait rubrique, c'est un peu vrai. Et derrière, l'idée, c'est vraiment de vous amener cette protection, de garantir la sécurisation de vos sauvegardes, de garantir qu'elles ne seront pas impactées par ce ransomware, et derrière, essayer d'apporter un petit plus. Et on va essayer de regarder ce que ce petit plus pourrait être. Et c'est vraiment cette idée de data security et de data protection. Est-ce qu'on peut arriver au final à se resservir de ces backups pour faire quelque chose d'autre? Et c'est ce que je disais, les menaces ont un petit peu évolué, donc on a dû faire évoluer au final les outils en parallèle. À l'heure actuelle, 60% des cas d'attaque ransomware passent par une exfiltration de données. Et on se retrouve dans ce qu'on appelle la double extorsion, où les gens vont bêtement vous demander de payer une rançon pour déchiffrer la donnée qui a été chiffrée par eux, ce qui est quand même intéressant. Et derrière, ils vont aller monétiser la donnée qu'ils ont pu exfiltrer de votre environnement. Et ça fait maintenant partie intégrante d'une grosse part des attaques que l'on voit. Il faut savoir que ça soit dans le public ou dans le privé, c'est des choses qu'on voit des deux côtés. Il faut savoir que les données personnelles, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et les données, on va dire, patients, c'est ce qu'il y a le plus haut niveau derrière, au niveau monétisation. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous allez vite trouver le prix de données patients sur le dark web. C'est beaucoup plus cher que ce qu'ils vont vous demander comme rançon. Donc c'est vraiment ce que vont chercher derrière ces pirates-là. Et l'idée, c'est d'arriver à garantir cette sécurisation. Et pour ça, on va nous aussi adopter un modèle en différentes couches, en ayant de base la garantie du non-impact au final du ransomware sur l'infrastructure de sauvegarde. Pour ça, on va garantir que notre file system soit immuable. On a vraiment, on va appeler ça par des mots d'avant, on a un file system warm, on va pouvoir écrire une seule fois
et on va garantir que cette donnée ne pourra pas être réécrite, ne pourra pas être altérée, modifiée jusqu'à la fin de sa rétention. Le file system sur lequel on écrit est complètement séparé. On a vraiment un air gap logique. Ce n'est pas un file system qu'on va pouvoir monter directement sur une machine, même pas sur les nœuds eux-mêmes du cluster Rubrik. Ça va passer par une API spécifique. Et pour pouvoir attaquer cette API-là, il va falloir s'être doublement authentifié. Donc on a vraiment un air gap logique déjà à l'intérieur du cluster Rubrik. L'idée ensuite, c'est d'ajouter un certain nombre de couches, de garantir la sécurisation des accès. Et ça, c'est quelque chose que l'ANSI pousse tous les jours, avec vraiment une idée de prévention des accès externes, mais aussi sécurisation et audit des accès en interne sur la plateforme. On va pouvoir mettre en place du MFA, du Multi-Factor Authentication, pour que vous ayez à aller cliquer sur votre téléphone, que ça soit bien vous qui soyez en train de vous connecter. On va pouvoir mettre en place du TOTP aussi, du Token Base, c'est-à-dire, je pense qu'on a tous eu la petite clé RSA sur les clés de voiture avec les chiffres qui changent toutes les minutes. C'est la même chose mais sur le téléphone. Et garantir comme ça vraiment une ségrégation des accès et s'assurer que seules les personnes qui ont le droit au final de se connecter puissent le faire. Derrière, on va mettre en place tout ce qui va être Role-Based Access, tout ce qui va être multi-tenancy, et aller là-dedans aussi très finement pour donner par exemple l'accès à une personne tierce, peut-être un contractant qui va venir pour faire l'upgrade d'une application et lui donner l'accès uniquement au VM de cette application-là. Donc aller très très finement dans la gestion des droits, qu'est-ce qu'il va avoir le droit de faire et sur quelle machine il va avoir le droit d'opérer. Donc on va pouvoir aller extrêmement loin. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans je dirais un certain nombre, 2/3 maintenant de ces attaques ransomware, les pirates vont eux aller se focaliser sur la sauvegarde. Et on a beaucoup d'exemples où la sauvegarde a été chiffrée directement. Il y a même un ransomware spécifique, Conti, si vous voulez aller voir, qui au final va aller s'attaquer à une certaine typologie de sauvegarde, à un certain outil de sauvegarde en particulier, qui vont vraiment cibler au final les clients qui vont utiliser cet outil-là. Et ça, c'est pas terrible. Il faut savoir que quand ils vont attaquer la sauvegarde, ils vont s'y prendre de deux façons. Soit ils vont aller au final récupérer un user par un mouvement latéral bien connu. On va chercher une élévation de privilège. Ils vont arriver à rentrer comme ça avec un user admin. Ils vont ensuite procéder à une modification de la rétention. Et donc vous aviez 31 jours, le lendemain vous avez plus que 30, le lendemain vous avez 29, etc. Et là, c'est l'outil de backup lui-même qui va aller au final recycler les backups. Il n'en a plus besoin, vous lui avez réduit sa rétention. Au final, en 30 jours, il n'y a plus de backup et un jour de sauvegarde à chiffrer, ça va vite. Il y a une autre forme qui s'en rapproche, mais c'est encore le level d'après, c'est il n'arrive pas à trouver l'administrateur. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller attaquer le serveur de temps, qui se trouve généralement dans la plupart des sociétés être le serveur DNS en lui-même, ce qui est pratique pour le retrouver. Et là, il va aller modifier le temps sur le serveur de temps. On va nous prévenir ces changements-là, que ça soit au niveau de la rétention en elle-même, on va prévenir les changements de rétention, la diminution de cette rétention-là. Même un administrateur sur Rubrik ne pourra pas faire ce changement sans dual approval. Et on va derrière prévenir tout ce qui va être changement de temps avec une horloge monotonique. On va aller nous-mêmes vérifier s'il n'y a pas de changement spécifique du NTP. Et donc s'assurer encore une fois de la sécurisation de la sauvegarde. Et l'idée de nos fondateurs, c'était d'aller encore un petit peu plus loin. Rubrik est impénétrable aux attaques. Super. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit peu autre chose? Ça fait 20 ans qu'une sauvegarde, c'est une copie complète de son environnement de production sur un stockage à part. Vous allez me dire, ça fait 25 ans, voire 30 ans. Je suis d'accord, mais les 20, c'est bien déjà. L'idée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas au final se resservir de ces sauvegardes pour faire autre chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir de ce stockage-là, de cette infrastructure? Parce qu'au final, le backup, ça reste une infra complète. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en resservir pour faire autre chose? Parce qu'au final, la journée,
elle ne fait pas grand-chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller scanner ces backups et aller chercher, pourquoi pas, des indications d'attaque ransomware? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller, au final, vérifier s'il n'y a pas des modifications de comportement, s'il n'y a pas des changements d'entropie qui vont indiquer un chiffrement de la donnée? L'entropie, c'est l'ordre des bits dans un fichier qui change uniquement quand on va le compresser ou le chiffrer. Donc c'est au final assez facile à aller vérifier et ça va nous donner une indication claire de ce qui est en train de se passer. Évidemment, on va passer avec du machine learning, etc. pour vraiment enlever les faux positifs et avoir quelque chose qui soit valide à quasiment 100% et vous permettre d'avoir une idée exacte dès le prochain backup, quand ce chiffrement a eu lieu, de quelles sont les machines qui ont été impactées, les répertoires et les fichiers. Et ça va vous permettre une chose qui fait malheureusement défaut à beaucoup, c'est de pouvoir se dire, qu'est-ce qui a été impacté? Et c'est finalement la première question que la CNIL ou l'ANSSI, quand vous allez devoir les avertir, faire cette fameuse notification, c'est ça qu'il va falloir leur donner comme information. C'est qu'est-ce qui a été impacté, qu'est-ce qui a pu être volé, exfiltré. Parce que, comme je le disais, c'est 60% des cas. Si c'est de la donnée personnelle, vous êtes pénalement responsable. Donc il y a vraiment un besoin derrière d'avoir une notion claire. Et cette notion claire-là, pour la définir, ça prend du temps. Et c'est un temps que vous n'avez pas pendant une attaque ransomware. Donc c'est vraiment cette idée-là d'avoir une vue précise, claire, nette, de quelle machine, quel répertoire, quels fichiers ont été impactés. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Parce que la deuxième question de l'ANSSI, ça va être OK, mais c'est quoi la typologie de données exactement? Et là, pour le coup, on va pouvoir rentrer directement dans la donnée, faire un second scan, rentrer dans la donnée en elle-même, dans vos fichiers Excel, dans vos fichiers Word, etc., pour aller chercher quelle va être la typologie de données qui a pu être impactée. Et donc, on va vous permettre d'aller rechercher, par exemple, les numéros de passeport, les numéros de sécu, les codes postaux français dans les adresses, aller chercher derrière les numéros de carte d'identité, tout ce qui va être RIB, IBAN, BIC, etc. Donc vraiment avoir une cartographie complète de votre environnement qui va vous servir déjà à être sûr que la donnée que vous sauvegardez, vous la sauvegardez correctement avec les bons SLA, parce qu'on ne sait pas forcément toujours où se trouve la totalité de notre donnée. Malheureusement, avec les SI maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Mais derrière aussi, garantir que quand vous allez faire cette notification à l'ANSSI, vous soyez capable de dire exactement, voilà, tout ce qui a été impacté, et voilà la typologie de données qu'il y avait dans ces fichiers-là. Et là, vous avez une vue complète, une cartographie de votre environnement, et vous allez être capable derrière de procéder à la restauration. Et donc vraiment, une vue globale, qu'est-ce qui a pu être impacté, comment est-ce que ça a été impacté, et qu'est-ce qu'on va devoir faire. Et c'est vraiment l'idée de Rubrik au final, cette idée d'aller plus loin, de ne pas faire que de la sauvegarde, mais de la faire bien, et derrière de vous ramener de la valeur, d'avoir vraiment cette vue globale de l'environnement, avec cette capacité à aller dans les sauvegardes directement, vous avertir en cas de ransomware, vous donner une idée de ce qui a été potentiellement impacté, et vous permettre de faire la restauration derrière. Et ça, on va en parler sur la partie VMware pure, parce qu'il y a énormément de choses que l'on peut faire et que l'on a ajouté depuis le dernier VMUG auquel j'ai participé. Je crois que le dernier, c'était pendant le confinement. Donc on va refaire un tour là-dessus et on va voir ce qui est nouveau sur la partie VMware. On a un certain nombre de choses que l'on a rajoutées avec le Continuous Data Protection. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans chez Rubrik. On était jusqu'alors limité à 4 heures de temps sur le Continuous Data Protection. On a agrandi ça jusqu'à 24 heures. Et donc, on va être capable, au lieu d'avoir des points au final de protection sur un certain nombre d'heures et faire un snapshot au final, VADP comme tout le monde, faire un snapshot toutes les 4 heures par exemple, on va aller beaucoup plus finement et on va vous permettre en fait d'aller récupérer une infinité de points dans le temps et derrière, en cas d'impact, vous permettre de restaurer au plus près, à l'IO près au final, à la seconde ou à quelques secondes près en fonction de ce qui se passe sur votre environnement. Et ça va vous permettre, pour les environnements les plus critiques, tout ce qui va être vraiment mission critical, avec
un grand nombre de transactions de remonter au plus près de ce que vous avez perdu. Dans le bancaire ou autre, ça va être extrêmement intéressant. Et on va faire ça en s'interfaçant non pas avec VADP, mais avec une autre des API VMware qui est VAIO. Et on va comme ça pouvoir aller installer directement un filter sur les ESX. On va le déployer nous directement depuis Rubrik. Et on va aller capturer ces IO, faire un Y au final et aller stocker directement ces IO sur le stockage flash de Rubrik. Donc il n'y a pas de notion d'acknowledgement, etc. On va vraiment faire un Y propre, rediriger la donnée vers les VNDK de prod et récupérer la donnée et potentiellement pouvoir la répliquer directement et avoir la donnée stockée en 2 endroits différents, 2 sites différents à travers la réplication de Rubrik. Et derrière vraiment vous permettre de remonter comme ça à la seconde sur les dernières 24 heures. Et vraiment avoir une vue globale et pouvoir remonter ce que vous avez besoin. On a aussi amélioré un petit peu notre support au niveau de tout ce qui va être Metro Cluster, de tout ce qui va être Stretch Cluster, mais aussi potentiellement sur des infras, je dirais, un petit peu plus traditionnels, avec 2 sites physiques séparés potentiellement par quelques kilomètres, avec soit donc un vCenter unstretched, soit potentiellement un seul vCenter qui va aller adresser les ESX des 2 côtés, sans notion de stretch, de métro ou autre. Et là, jusqu'à maintenant, on avait la capacité à aller sauvegarder A sur A, B sur B, inversement, et derrière de faire cette réplication et d'avoir la totalité de la donnée stockée en chacun des points sur les clusters Rubrik, quel que soit évidemment le niveau de réplication qu'on souhaite, mais d'avoir ensuite la possibilité, au cas où on ait un site qui disparaisse pour une raison ou une autre, de pouvoir reprendre directement sur le site tiers en continuant au final cette méthodologie d'incremental forever qui caractérise les sauvegardes de Rubrik. Et donc, au lieu de refaire une sauvegarde full, on a déjà au final cette sauvegarde via la réplication. On va juste promouvoir la donnée répliquée comme une donnée au final nécessaire sur le site B et continuer la sauvegarde. Refaire une sauvegarde incrémentale, reprendre là où on a été sur le backup d'hier au final, généralement, et pouvoir repartir comme ça et continuer à faire ces sauvegardes, continuer à faire ces restaurations. Et ça va passer par une configuration extrêmement simple. Directement, quand on va ajouter le vCenter, on va pouvoir définir sur chacun des sites qu'est-ce qui est local à ce site-là. Et dès qu'il y a bascule, le vCenter va regrouper automatiquement, va reprendre, avoir une vision globale de ce qu'il y a sur le vCenter séparé ou sur le même vCenter mais sur le site survivant au final, parce que c'est un peu ça, et vous permettre comme ça de continuer vos sauvegardes, de continuer vos restaurations, presque comme si de rien n'était. Et surtout sans impact au niveau du stockage, sans impact au niveau de la capacité que vous allez avoir à sauvegarder et à restaurer. On va ensuite avoir amélioré les options de restauration qu'on a. De base, et c'est quelque chose qu'on a été les premiers à faire en 2015 quand Rubrik 1 est sorti, c'était cette idée de live mount. C'était, je vais me servir du stockage de Rubrik comme un data store NAS, le monter directement sur vos ESX et booter la VM directement depuis ça. Ça va servir pour des cas d'usage multiples. Ça va être, par exemple, pour vérifier que la sauvegarde fonctionne, en premier lieu. Pour vérifier potentiellement que une upgrade peut fonctionner. On va booter comme ça la VM, on va faire l'upgrade sur la VM, qui est au final l'image ISO de sa production, et vous permettre de vérifier que l'upgrade se passera bien en prod, le jour où vous déciderez de la faire. Mais derrière aussi, pourquoi pas, faire maintenant des forensics. On pourrait très bien imaginer faire derrière des pentests, faire des recherches directement, tout ce qui va être vraiment SecOps ou DevSecOps, directement depuis des live mounts de vos applications de production via Rubrik. On peut très bien remonter un ensemble d'applications, 10, 20, 30 machines, directement comme ça, en live mount, depuis le stockage de Rubrik, qui va tourner sur le flash, dans un réseau isolé, pour que la RSSI puisse faire ses tests, puisse faire ses remontées d'informations, ses recherches au final, potentiellement aussi de ransomware. Donc il y a vraiment
énormément de cas d'usage qu'on va pouvoir mettre en pratique grâce au live mount. L'instant recovery, c'est un petit peu l'équivalent, mais je dirais en cas de problème au final. Vous avez été impacté par un ransomware. Vous avez fait votre live mount, vous avez identifié, vous avez fait vos forensics, vous savez au final ce qui a été impacté. Et donc l'idée c'est, ok, bon j'ai fait ma notification à l'ANSI, par contre là je suis en train de perdre quelques millions à la minute, on va y aller, hein, on va remonter la prod. Mais l'ANSI va vous dire, ok, mais il faut garder la preuve de ce ransomware. Et ça, c'est obligatoire. L'instant recovery va vous permettre d'arrêter la VN d'origine, de la renommer en deprecated et le nom de la machine, et vous allez booter le backup en lieu et place. Vous remontez l'ISO de votre production, vous conservez la copie qui a été impactée. Vous satisfaisez aux demandes de l'ANSI et vous remontez votre prod en même temps. Ce qui est plutôt pas mal. L'export, c'est une restauration simple, on va appeler ça un clone. Au final, on va aller restaurer, cloner sa machine sur une machine tierce, remonter ça dans le même vCenter, dans un vCenter séparé, dans un site séparé au besoin. Et vraiment faire une copie point à point. Et derrière, on a ajouté cette idée de in-place VM recovery, ce que certains appellent le reverse CBT, ce qui au final n'est pas forcément faux, hein, parce que c'est à peu près ça qu'on fait. L'idée, c'est vraiment d'aller vérifier quels sont les différents points qui ont été modifiés via, au final, le change block tracking, et de se dire, bon, c'est très bien, on sait quels blocs ont été modifiés, on va les rapatrier, on va aller faire, au final, l'ajout de ces blocs ou la suppression de ces blocs qui ont été modifiés par le CBT pour revenir en arrière. Donc on fait du time travel, au final, dans une VM. Je pense que Doc ne serait pas d'accord, mais on ne va pas se lancer dans des débats sur Retour vers le futur. Mais l'idée est vraiment là, c'est de rapatrier les changements et de faire en sorte que vous récupérez une VM qui va garder le même UID, qui va garder le même moref, etc. Et avoir quelque chose qui soit surtout restauré le plus rapidement possible. Et c'est vraiment ça l'intéressant. Si vous prenez votre attaque ransomware, si au final quelqu'un a fait une boulette, hein, bien sûr ça n'arrive jamais en production, RM-RF sur 5000 fichiers, personne ici, non, personne à distance non plus sûrement. Mais au moins pouvoir revenir extrêmement rapidement, juste en rapatriant les blocs qui ont été changés. Et derrière, avoir donc cette vue globale, pouvoir choisir directement dans l'interface de rubrique le point in time et remonter directement les informations. Derrière, on va pouvoir parler de cette dernière partie qui est cette idée de disaster recovery qu'on a essayé au final, de modifier un petit peu en capitalisant sur cette détection de ransomware, sur cette validation au final de la donnée. On va pouvoir au final automatiser derrière ce disaster recovery. Alors j'en vois certains qui vont me dire oui mais c'est du SRM en fait. C'est pas tout à fait ça. L'idée on n'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. On va aller beaucoup plus loin au final, vous donner vraiment une vue globale depuis la même console de management où vous allez administrer vos sauvegardes, valider au final le bon fonctionnement, valider une potentielle attaque ransomware. On va vous donner la possibilité de mettre tout ça au final en combinaison et d'avoir la capacité à créer au final un blueprint applicatif et de dire voilà, j'ai XVM qui forment mon application Mission Critical. Quand je vais vouloir les restaurer, je vais les restaurer dans un certain ordre. Parce qu'on ne va pas démarrer le serveur SQL en dernier sur une application SharePoint. Hein, parce que ça ne va pas marcher des masses. Donc vraiment pouvoir définir un ordre, pouvoir définir vers quel vCenter, vers quel ESX, vers quel data store, vers quel VM network, au final, le remonter, parce que ça pourrait être sur un site complètement différent. Et derrière, vous donnez la possibilité de remonter ces machines-là en appliquant un script, un post-script au final sur la remontée pour valider au final le fonctionnement de ce disaster recovery. Et pouvoir faire ça de deux façons, faire ça directement en, je dirais, test de disaster recovery dans un environnement isolé, ou bien en vrai disaster recovery quand tout est parti et vous avez tout perdu. Et faire ça au final en 2 clics.
Parce que c'est vraiment là l'intérêt, c'est cette automatisation qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'avoir vraiment une vue globale de l'environnement, avec une sauvegarde potentiellement sur des sites différents, potentiellement sur un site unique, pouvoir vraiment orchestrer tout ça, pouvoir tester au final son plan de disaster recovery. Parce que c'est là aussi le nerf de la guerre. Un DR, on doit l'avoir validé. Il faut pouvoir s'assurer que ça fonctionne. Et de préférence, il va falloir le faire fréquemment. Généralement, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Mais il y a encore énormément de sociétés qui ne peuvent pas le faire, par faute d'équipement physique au final. Parce qu'il va pouvoir falloir le valider sur un site différent. Et ça rend la problématique assez complexe au final. C'est de se dire, ben, oui, j'ai tout mis en place, mais est-ce que ça marchera? Et c'est vraiment ça que l'on veut simplifier. Encore une fois, c'est vraiment le maître mot toujours de Rubrik. Et derrière, vraiment pouvoir définir ce blueprint, définir comment est-ce qu'on va remonter la donnée, définir derrière quel est le RPO que l'on veut appliquer et pouvoir combiner là encore une fois ce CDP et donc remonter à la seconde près sur une VM et derrière vous permettre de faire ce failover et potentiellement ce failback si vous récupérez le site en question. On va pouvoir combiner ça au final avec la partie ransomware aussi, avoir une vue globale de ce qui a été impacté, avoir, au lieu d'avoir une vue par machine, par folder, par répertoire, par fichier, on va avoir une vue par blueprint, par folder, par fichier. Et avoir vraiment cette vision globale et pouvoir remonter complètement son application au lieu de remonter machine par machine. Ce qui peut être fait aussi, mais c'est moins pratique. Et vraiment restaurer la donnée le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a peut-être des questions à distance, envoyez-les nous. Oui. C'est des licences séparées. On a un package, on a un bundle qui va inclure absolument toutes les entités. Donc la question c'était est-ce que c'est une licence séparée, la partie disaster recovery. Et donc c'est quelque chose qui peut être inclus ou c'est des choses, les 3 fonctionnalités, la remédiation en ransomware, la data gouvernance et le disaster recovery automatique, c'est des fonctionnalités qui sont indépendantes au final mais complémentaires. Et on a des clients qui vont faire le choix d'acheter une sur les 3 ou d'acheter le package complet. Pas d'autres questions ? Eh bien, merci beaucoup.